Alors, la carte va bientôt s'afficher. Alors là, c'est ce qu'on appelle un bug. Ce n'est pas du tout une carte, mais ça va arriver. On va voir. Voilà, merci beaucoup. On a le front donc ukrainien et là, on a représenté par des points toutes les zones où la Russie semble faire pression sur l'Ukraine. Soumy, Kharkiv, Zaporijjia. D'accord. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des négociations que les combats s'arrêtent. Au contraire, les combats continuent parce qu'il s'agit de se placer dans les meilleures positions possibles dans le cadre de ces négociations et au moment où il y aura effectivement un cessez-le-feu. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la période actuelle, c'est d'abord, oui, il y a une reprise d'activité après une période d'une accalmie, une reprise d'activité des opérations russes, en profitant aussi d'ailleurs de la météo qui est beaucoup plus favorable. Et deuxième élément intéressant, c'est que cette pression russe s'exerce à peu près partout, mais elle s'exerce aussi de manière périphérique au centre de gravité des opérations qui était pour l'instant plutôt le Donbass. Donc on a effectivement des choses qui se passent. Vous voulez dire que c'était plutôt de ce côté-là? Voilà, ça c'est la priorité absolue, c'était quand même les opérations dans le Donbass, en particulier dans la province de Donetsk, en direction de Pokrovsk, en direction de Kramatorsk. Et là, on a un petit peu une extension des opérations sur l'ensemble du front. Alors partons d'abord à Soumy. Là, on est plutôt dans le nord du pays. C'est l'un des objectifs militaires du Kremlin. En bleu, ce sont les positions ukrainiennes dans la région russe de Koursk. Donc là, on est du côté de la Russie. Oui. Ça, c'était il y a un mois. Regardez maintenant ce qu'occupent les Ukrainiens aujourd'hui. C'est bien plus petit. Ce que craignent aussi les Ukrainiens, c'est une forte avancée des Russes. Et c'est notamment ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est que les Russes sont en train de pousser fortement dans la direction de Soumy. Oui. Alors là, c'est le premier secteur, d'une certaine façon, qui correspond à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on est dans une situation où les Russes essaient de capitaliser un peu sur le momentum, sur l'offensive réussie dans la région de Koursk, avec peut-être non seulement, on voit effectivement les petits territoires encore occupés par les Ukrainiens, la récupération complète. Il y a moins de 100 km² qui sont occupés par les Ukrainiens. C'est probablement plutôt une zone de recueil qui est destinée à récupérer les dernières forces ukrainiennes qui sont sur le territoire avant de se replier sur le territoire ukrainien. Maintenant, il y a déjà des infiltrations russes, en réalité, sur le territoire ukrainien en direction de Soumy. Donc, il y a une première axe de pression qui est dans cette région. Et un deuxième, on assiste effectivement plutôt à une concentration dans la région de Kharkiv, avec peut-être cette idée d'étendre la tête de pont au-delà de la frontière. Alors, il y a un projet russe, c'est une demande en tout cas russe, d'une zone tampon, d'une zone de protection de la frontière, c'est-à-dire une zone au-delà de la frontière côté ukrainien qui serait au moins vide de toutes les forces ukrainiennes et peut-être occupée même par les forces russes. Peut-être s'agit-il effectivement de quelque chose voulant aller en tout cas dans ce sens. On va maintenant quitter le nord de l'Ukraine et partir vers le sud. Regardez sur cette carte où se trouve Zaporijjia. On avait parlé des trois obsessions en ce moment, en tout cas de Vladimir Poutine. Alors là, donc on est plutôt dans le sud. Voilà. Soumy, c'était dans le nord. Là, on est parti du côté de Zaporijjia. Quand on regarde sur cette carte, vous le voyez ici, il y a la centrale nucléaire de Zaporijjia qui est entre les mains des Russes. En revanche, la ville de Zaporijjia est toujours du côté ukrainien. Ça, c'était il y a un mois. Alors, vous allez me dire, c'est pas très flagrant, mais regardez, l'armée russe a quand même un petit peu avancé, puisque là, on va regarder une carte qui est du jour et qui montre que... alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un nouveau bug, donc vous ne le verrez pas tout de suite, mais en revanche, il y a quelques petites avancées par-ci, par-là de l'armée russe. En revanche, on voit bien que c'est extrêmement compliqué d'aller prendre la ville de Zaporijjia. Alors, bien sûr. Alors, là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours aussi des combats, il faut bien le rappeler, on va marquer Kourakové, il y a toujours des combats très violents qui se déroulent dans ce secteur. Mais là, la nouveauté, c'est que après la frontière, les Russes font un effort aussi de manière un peu plus périphérique sur la province de Kherson, qu'on ne voit pas ici, mais on n'a pas parlé, mais ils ont tenté de franchir le fleuve Dniepr pour avoir une tête de pont au-delà du Dniepr. Et là, d'une certaine façon, ils essaient aussi d'avoir un peu une tête de pont en direction de Zaporijjia. Voilà, on voit justement les positions qui viennent de s'afficher. Alors, c'est minuscule. Vous l'avez dit, c'est pas énorme. Mais il n'empêche que l'ISW affirme bien que les forces russes sont en train de... Oui, ce qui est important, c'est qu'il y a un effort russe, effectivement, dans cette région. Alors, bien sûr, ils ne vont pas s'emparer de Zaporijjia. Au rythme où vont les opérations, il leur faudrait des mois, des années pour y parvenir. Mais ils mettent l'accent là-dessus. Alors, peut-être, là aussi, pour rappeler que
parmi les revendications, il y a celle d'avoir les 4 provinces complètes qui ont été annexées officiellement et totalement illégalement par la Russie. Et la Russie dit toujours, voilà, nous voulons la pleine souveraineté sur ces provinces, pas simplement des morceaux. Donc, il y a dans ce cadre-là la province de Zaporijia qui est encore pour moitié, pour un gros tiers en tout cas, contrôlée par les Ukrainiens, et les Russes signifient un peu par cette opération qui disent voilà, nous tenons à cette province. Alors bien évidemment, les Ukrainiens ne lâcheront jamais cet endroit. Oui, ce sera extrêmement compliqué. Merci beaucoup, colonel Goya, pour toutes ces explications. Qui était sur place. Donc vous savez, il y a d'abord eu ce repli ukrainien de la région de Koursk, et il y a eu ces soldats russes qui ont franchi d'ailleurs la frontière et qui se sont emparés d'au moins 2 villages, car lorsque nous sommes parvenus à entrer dans cette zone, ils étaient finalement pas très loin de nous. Donc il y a une avancée russe à ce niveau-là. L'objectif des Ukrainiens était évidemment de stopper cette avancée, mais c'était bien leur crainte de savoir si les lignes de défense seraient assez suffisantes et s'ils avaient assez de personnes, donc de soldats, pour faire face à cette pression. Nous étions aussi peu avant dans le secteur de Pokrovsk, et là c'est pareil, les combats étaient très intenses. Nous avons pu voir beaucoup de drones russes surtout qui survolaient la zone. Donc en effet, ça a rejoint en tout cas ce que disait Volodymyr Zelensky, qu'il y avait toujours cette pression russe sur au moins 3 points, voire 4 points du front, avec cet objectif d'avancer au maximum peut-être avant des négociations. Merci beaucoup, Charlie Ignorel, avec Camille Sou depuis Kiev. Assez accessible, donc on s'organise avec des unités qu'on rejoint, et ça se sent effectivement les moments où il y a une pression, où il y a une poussée russe. Après, c'est vrai que c'est une ligne de front qui a beaucoup changé en un an notamment, avec un immense travail des drones qui sont vraiment partout, et beaucoup moins, moi ce qui m'a frappé la dernière fois, et on en parlait avec les soldats ukrainiens, parce que il y avait cette idée d'arrêt de l'aide américaine qui a été arrêtée quelques jours puis qui a reprise, mais c'est une ligne de front qui est beaucoup moins dépendante de l'armement américain, par exemple. C'est une ligne de front aussi où l'Ukraine est en capacité de produire beaucoup plus d'armes que seulement il y a un an. Aujourd'hui, par exemple, les drones, je dis les drones parce que quand on va sur le front, c'est vraiment par ce qui était impensable au début du conflit. Donc on voit quand même aussi une montée en puissance de l'armée ukrainienne sur certains points, mais c'est vrai avec un front qui est actif partout. Et je rajoute d'ailleurs que hier il y a des soldats ukrainiens qui, eux, ont commencé à lancer une offensive dans la région de Belgorod, donc en Russie, qu'ont traversé pour remettre la pression du côté russe de la frontière. Moi, la dernière fois que j'étais avec une unité justement qui travaillait avec des drones et qui opérait en Russie. Et ça, ils me l'ont dit, les soldats avec qui j'étais. Nous, on a un ordre de mettre la pression en Russie le plus possible. Et il y a cette histoire effectivement de zone tampon et d'être en position de force, mais vraiment de faire le plus d'opérations possibles en territoire russe. Sylvie Berman, Vladimir Poutine a aussi absolument besoin de montrer qu'il avance et que finalement il n'est pas en position de faiblesse, que son armée est forte et qu'elle est capable encore de mettre la pression sur cette armée ukrainienne. Oui, tout à fait. Enfin bon, l'armée russe a quand même un certain nombre d'atouts par rapport à l'armée ukrainienne, ne serait-ce qu'en termes de nombre. C'est ce qu'on a vu à Koursk. Koursk, il était impensable qu'il y ait des négociations tant qu'il y avait un Ukrainien sur le territoire de la Russie. Donc évidemment, ce qui se passe, et ce qu'a dit Michel Goya tout à l'heure, quand il va y avoir une négociation ou un cessez-le-feu, eh bien les belligérants jettent leur dernière force. Et l'intérêt des Russes, c'est de conquérir le plus de terrain possible, d'autant plus que la difficulté qui va se poser, c'est celle des territoires
revendiquée par la Russie, enfin intégrée dans la constitution russe et non occupée, parce que Vladimir Poutine n'a cessé de dire que toute négociation devait se fonder sur la réalité de terrain. Or, la réalité de terrain, c'est que la Russie n'occupe pas ces villes en particulier que vous avez citées tout à l'heure, en particulier Kherson et Zaporijjia, et qu'on voit mal comment ça pourrait être fait en quelques semaines ou quelques mois. Allez,